En quoi nous allons avoir le plaisir d'entendre notre collègue. Excuse-moi, j'oublie votre nom. Alpha, c'est la première fois. Alpha, pardon. C'est facile, c'est le début de tout. Bon, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Et vous voyez la difficulté qui est la mienne. Prendre la parole après tant de savoir, après des sommités. Au fil de la discussion, au fur et à mesure que j'ai écouté, je me suis dit, est-ce que tu es à ta place là? Du coup, j'ai changé mes plans. Je ne vais pas vous dire ce que je voulais vous dire. Je vais commencer par vous dire d'où je parle. Parce que moi-même, je n'ai plus de certitude si je devais être ici. Et je vais donc vous dire d'où je parle et peut-être que, ou pas, vous avez le temps de revenir changer d'avis. Et voilà. Donc moi, je continue encore de me revendiquer comme jeune, ce qui est au moins, ce qui n'est pas tout à fait ça maintenant. Mais plus sérieusement, je vis et je travaille en Guinée. J'ai jamais fait plus de 2 mois en dehors de la Guinée depuis ma naissance. Et la Guinée, c'est Conakry. Parce que voilà, il y a plusieurs Guinées, mais c'est la Guinée ancienne. Pendant longtemps, je disais c'est une ancienne colonie française. Maintenant, je dis c'est une colonie française. Je ne sais plus si elle est ancienne, mais je sais que... Voilà. Parce que pendant longtemps, personnellement, je disais oui, mais la colonisation, c'est il y a 60 ans. Il y a 60 ans. De moins en moins, je dis ça, je dis maintenant, elle est encore très présente. Et voilà. Donc, moi, je vous parle donc en tant que jeune, pratiquement en tant que subsaharien qui vit et qui travaille là-bas, quelqu'un qui s'intéresse modestement à la solidarité internationale, qui a la chance d'échanger avec les jeunes parce que je suis chargé de cours à l'université de Conakry, donc ça me permet d'être en contact avec plusieurs jeunes, plusieurs générations de jeunes depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Et je suis aussi engagé dans une organisation qui s'appelle Terre Afrique. Moi, j'anime la section guinéenne, mais on est présent dans une dizaine, 12 pays en Afrique au sud du Sahara, 12 pays francophones. En Afrique au sud du Sahara, où nous faisons des actions liées à la solidarité internationale, à l'éducation, à la citoyenneté, à l'éducation populaire, mais aussi parfois il nous arrive de faire des projets de terrain liés à l'agriculture durable, à la préservation des écosystèmes. Voilà. Donc c'est de tout ça que je parle. Et Terre Afrique aussi se revendique comme étant un acteur alternatif de la solidarité internationale, de la solidarité internationale, du geste de la coopération. On essaie de voir ça autrement, essayer d'introduire un peu une vision subsaharienne africaine de ces notions. Et donc, avec ces différentes casquettes, je vais changer de casquette de temps en temps dans la discussion. D'abord, qu'est-ce que moi je peux constater? Je peux vous dire ce que je peux constater en tant qu'acteur d'une OSC qui évolue au sud et qui parfois a la chance d'être en contact avec des organisations au nord. Je vais utiliser encore les notions de sud et de nord. Elles valent ce qu'elles valent après ce qu'on a entendu. Ensuite, je vais vous dire, nous, en tant qu'organisation, qu'est-ce qu'on pourrait parfois attendre, même si là aussi il n'y a pas de certitude, ça change souvent. Mais peut-être en 2025, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une coopération, d'un échange, d'un partenariat avec une organisation. Et après, je vais vous dire un peu, moi, ma vision, comment on pourrait redéfinir les communs, parce que c'est quand même le thème de la table ronde. Aujourd'hui, le constat, c'est quoi? C'est que l'aide au développement, encore, ça a été redit avec plus de force et de précision, elle est pilotée à partir du nord. C'est le nord qui
a les ressources. On voit aujourd'hui quand le monsieur aux États-Unis est revenu au pouvoir en fermant l'USAID, on a vu le nombre de projets qui ont été fermés, le nombre d'enfants qui ne partent plus à l'école. Ça, c'est visible. Lui l'a dit publiquement et c'est assumé comme tel, mais l'AFD a divisé de combien son aide en juste 2-3 ans. C'est peut-être pas très médiatisé, mais nous on le constate au jour le jour. Donc les ressources viennent du nord, les directives aussi viennent du nord, la réflexion elle est pratiquement faite au nord, elle est imposée au sud. C'est pas tout le temps qu'on essaie de tenir compte des réalités de la vision du souhait des acteurs ou des populations du sud. Et tout ça dans un contexte où il y a une inégalité forte, accrue d'accès aux ressources. Une organisation qui est basée au nord et une autre qui est basée au sud n'ont pas les mêmes chances, les mêmes opportunités, les mêmes possibilités d'accéder à ces ressources-là. On peut, mais aujourd'hui la réalité elle est comme ça. Pratiquement les ONG, les OSC, les organisations de la société civile du Sud sont réduites à un rôle d'exécutant. Il y a une organisation au nord qui peut accéder aux ressources de l'AFD, de l'Union européenne, de l'USAID et d'autres, qui signent une convention avec ces fournisseurs de ressources et qui transfèrent quelques subsides à une organisation au sud qui est chargée, qui va exécuter et qui va respecter un canevas auquel il n'a pas participé ni à définir ni à construire, mais qu'il voilà, au rôle d'exécutant. Tout ça dans un monde où le multilatéralisme fait face à un questionnement sérieux. J'ai parlé de Trump, j'ai parlé de la réduction de l'aide publique en France, mais la montée des extrêmes, notamment de l'extrême droite en France, pas qu'en France, mais dans les autres pays européens aussi, mais à mon sens, cela fait écho avec ce qui a été dit précédemment. Moi, je vis dans un pays qui est dirigé par un régime militaire. Là, je vais dire peut-être ce que je ne dirais pas à Conakry. qui vit sous un régime militaire, mais c'est pratiquement la même situation parce que la situation de la Guinée, on n'en parle pas beaucoup. En France, en tout cas. On parle plus du Niger, du Burkina Faso et du Mali, mais la situation de la Guinée n'est pas différente aujourd'hui. Peut-être la seule différence, c'est que il y a plus de liens entre la junte militaire en Guinée et les autorités françaises. Moi qui vis là en Guinée, qui voyage parfois au Mali, au Niger, dans ces pays, il n'y a pas grande différence. Il y a pas grande différence aujourd'hui. Et toute la critique de la démocratie, aujourd'hui on entend beaucoup de théories en Afrique que la démocratie elle coûte cher. Elle n'est pas adaptée aux réalités, africaines, elle est récente. Toutes ces théories parfois aujourd'hui sont récupérées par une classe dirigeante qui arrive pratiquement au pouvoir par effraction. C'est parce qu'ils ont la force du canon. Quelqu'un qui a fait des études très approximatives ou qui n'a pas étudié du tout par effraction, parce qu'il a les armes mieux que d'autres, il finit par arriver au pouvoir, il prend des décisions qui bouleversent la vie de la nation pour des centaines ou des dizaines d'années. Moi, je ne sais pas si l'une des réussites en Afrique, parlant de l'intégration régionale, sous-régionale, c'est la CEDEAO. Elle avait la limite, la CEDEAO a les limites qu'elle avait, mais il y a quelque chose qui était extrêmement intéressant dans la CEDEAO, c'est la libre circulation des personnes et des biens. Même cette libre circulation des personnes et des biens a quelques limites. Par endroit, on peut vous demander de payer ceci ou cela, mais globalement,
avec ma carte d'identité guinéenne, je pouvais aller dans 15 pays en Afrique de l'Ouest sans trop de tracasseries. Et je le dis parce que je vais parfois en Afrique centrale, je sais que c'est vraiment pas la même réalité. Mais aujourd'hui, et c'est normal qu'un pays dise à un moment, on ne veut plus de ça. Mais si les populations étaient consultées dans un processus transparent, ouvert, pour dire on ne veut plus de la CEDEAO, on veut sortir de la CEDEAO, moi je comprends. Mais que des militaires qui disent avoir une vision qui n'est pas expliquée. Moi, en Guinée, on entend toujours, on est derrière la vision du chef de l'État. Mais dites-nous la vision du chef de l'État. C'est quoi sa vision? En dehors de dire, c'est quoi la vision du chef de l'État? C'est quoi la vision des jeunes là en Afrique de l'Ouest? Moi, je généralise, pas qu'au Sahel. C'est quoi la vision? Si c'est pas de conserver le pouvoir en utilisant les armes. Casser la CEDEAO qui avait ses limites, mais quand même qui a quelques avantages. Pour constituer une petite CEDEAO, on ne parlerait plus de droits humains. On ne parlerait plus d'élections libres et transparentes. On ne parlerait... Quel est l'intérêt en fait? Je dis ça donc, je dis ça pour dire que quand même ce qui se fait en Occident, la montée de cette fascisation qu'on voit dans les médias, il a dit en écoutant certains médias que je n'arrive pas à écouter personnellement. Certains médias ici, en voyant certaines prises de parole, en voyant le retour de certaines idées, le côté soi-disant positif de la colonisation, en écoutant tout ça, c'est plutôt l'impression que ça fait écho avec ce qui se fait aujourd'hui dans certains pays en Afrique au sud du Sahara, notamment les pays dirigés aujourd'hui par des jeunes qui sont sortis par effraction. Celui qui dirige la Guinée aujourd'hui, 5 ans avant de devenir président en Guinée, personne ne le connaissait. Absolument personne. Personne. Et là, il devient président avec des discours. Il vient, il prend le discours, il tient le discours qu'on veut tous entendre. 1 ou 2 mois après, il commence maintenant à dérouler. Voilà. Donc, aujourd'hui, le multilatéralisme est en réelle crise. Et je voulais juste placer ça pour vous dire, c'est pas qu'au nord que cela peut se ressentir. Au sud aussi, on n'est pas toujours en phase avec ce qui est porté par nos dirigeants. Pourtant, ce qui aurait été intéressant, aujourd'hui, c'est de déconstruire cette verticalité nord-sud et de construire des relations qu'on peut dire équitables. Je ne suis pas forcément partisan de dire on va partir aujourd'hui d'une vision occidentale à une vision africaine de but en blanc. Je pense que ça risque d'être un peu plus compliqué, mais on peut peut-être construire une solidarité, une coopération où chaque partie peut mettre du sien, tenir compte de la vision, de la réalité, des réalités socio-économiques, et puis aussi dans l'acceptation et la tolérance. Ceci dit, je vais parler de 2 ou 3 partenariats dans lesquels nous sommes depuis un certain temps et dire comment nous essayons de nous y prendre. Ça ne veut pas dire que ça réussit, mais juste l'idée c'est de juste partager avec vous. Depuis un certain temps, nous sommes en partenariat avec une organisation nantaise qui s'appelle la MCM, c'est la Maison des Citoyens du Monde. Donc, il y a un collectif d'organisations au niveau de la Loire-Atlantique qui font beaucoup de solidarité internationale. On les a rencontrés depuis un certain temps. Il se trouve que, indirectement, eux sont membres du CRIP. Le CRIP, c'est un collectif de solidarité internationale qui est plutôt basé à Paris. Et nous sommes en partenariat avec le CRIP, notamment via le Festival des Solidarités, qui, vous le savez, est porté en France par le CRIP et coordonné en Guinée par Terre Afrique et coordonné en Loire-Atlantique par la MCM. Donc il y avait ça qui nous liait indirectement. Depuis 2023, on a commencé à échanger. Pourquoi pas faire un partenariat, parce que la MCM, c'est la Maison des Citoyens du Monde qui faisait des actions en Loire-Atlantique. Donc le monde était un peu... Le monde là n'était pas très vaste. Donc, ils avaient comme réflexion au sein de leur structure d'avoir quand même des actions en dehors de la Loire-Atlantique. Et puis, de fil en aiguille,
Ils sont tombés sur nous, on a commencé à échanger. L'idée c'était de dire, on va construire un partenariat, mais pas sur des projets. C'est pas la logique de dire, on se regroupe tout de suite, on écrit un projet, on va chercher des fonds à l'AFD ou ici ou là. C'est pas ça. On va prendre le temps nécessaire qu'il faut pour faire connaissance. Et du coup, on a fait beaucoup de visios. À un moment, les visios étaient... On a fait beaucoup de visios. Nous sommes venus 2 à 3 reprises à Nantes. On vient juste, on prend 2-3 jours, on prend les sujets. Comment vous abordez tel sujet, comment vous autres vous abordez tel sujet, comment votre organisation est structurée, de l'interconnaissance. Après, ils sont venus en Guinée 2-3 fois aussi. Il y en a qui n'étaient jamais allés en Afrique. Ils n'ont pas dépassé le Maroc. Ils sont venus en Guinée, on les a amenés dans Guy peut témoigner, on a de très bonnes routes. En Guinée, c'est le côté où on est satisfait. Les routes sont très bonnes. On les a amenés dans des villages éloignés où, voilà, avec des routes très très bonnes, des autoroutes à péage là que Guy a l'habitude de fréquenter quand il va en Guinée, manger de la nourriture locale, échanger et puis surtout voir la dynamique associative qui se met en place, rencontrer les jeunes, rencontrer les femmes, échanger, comprendre un peu comment non seulement on est organisé sur le terrain, mais quelles sont les dynamiques qui se font et qui se défont à longueur de saison. Après pratiquement 2 ans d'interconnaissance comme ça, et rassurez-vous, il n'y a aucun bailleur qui comprenait ça. Il n'y a aucun bailleur qui comprenait qu'on peut prendre le temps pour se connaître. Il n'y a aucun bailleur qui comprenait qu'on peut financer un billet d'avion pour aller juste connaître les autres, les découvrir. Oui, mais on veut bien vous suivre, mais quand vous allez faire quelle formation? Non, on ne fait pas de formation. Alors vous allez construire quelle infrastructure? Non, pas d'infrastructure. On ne va pas pour construire des infrastructures. On ne va pas pour les former. Pas du tout. On va voir comment ils sont. Bon, oui, ok, d'accord. L'année prochaine, quand vous aurez... on essaie de construire ça. On essaie de construire ça comme ça. Il y a... Ça vaut ce que ça vaut. Ça dure depuis que ça fait juste... Mais il y a quand même maintenant... depuis 2-3 mois, des gens qui commencent à nous dire, par exemple là, moi quand je rejoins, il y a des femmes avec lesquelles on travaille qui sont sur les violences basées sur les arts, qui accompagnent des femmes, des enfants victimes de VPZ jusqu'au tribunal, tout le process de suivi jusqu'au... Une de ces femmes par exemple, on a obtenu qu'une de ces femmes vienne témoigner à des journées que l'AMCM organise. Il y a quelqu'un qui dit oui, ça, si c'est ça, on est prêt. Voilà. Donc ça fait son chemin, mais l'idée qu'on avait à la base, à laquelle on ne renonce pas encore, c'est de dire les projets vont venir ou pas, mais on part en étant sûr avec qui on s'engage. Là, ça continue. Aujourd'hui, certains qui n'étaient pas très à l'aise avec nos discours de début, qui sont nous hésitants, parce qu'en faisant ça, nous-mêmes on ne sait pas ce qu'on veut faire en réalité. Donc on ne sait pas expliquer à quelqu'un pour que lui soit convaincu de ce que nous allons faire. Nous on sait qu'on s'engage dans une démarche, on n'est pas du tout sûr de ce qu'on va trouver en chemin, on n'est pas sûr de la façon dont on va mener la démarche, mais quand même on veut le faire. Et les bailleurs de fonds, c'est pas forcément la logique avec laquelle la chose est construite. L'autre chose que je vais partager avec vous, depuis un certain temps, nous faisons aussi le festival alimentaire. C'est porté par le CFSI. Et vous savez, le festival alimentaire à la base, c'est un truc quand même beaucoup franco-français. Les films sont franco-français, c'est pensé pour un public français. Nous, depuis longtemps, depuis 2016, c'est longtemps ça. Il est en Afrique depuis 1968. Quand je dis 2016, longtemps. Voilà. Depuis 2016, on reprend le festival alimentaire. On prend un film, parfois sur un sujet
sais pas s'il y en a qui connaissent ici le festival alimentaire. L'année dernière, il y avait un film qui, Demain la vallée, qui parlait de la façon dont on s'organise sur un territoire donné pour structurer une pensée, s'organiser, occuper un territoire pour que chacun puisse avoir la place qui doit le revenir. Mais les acteurs, les thèmes, tout est un peu France. Nous essayons de prendre ce film. On a un comité de sélection pour dire, bon, il y a les films, prenez-la ce que vous voulez, et comment est-ce qu'on peut construire une démarche pour que ce film puisse parler. Je vous assure, je vous rassure, parfois il y a des films très guinéens, là, pas guinéens, mais africains. L'année dernière, il y avait un film sur la pêche qui est tourné au Sénégal. C'était, voilà, sur le lait aussi, mais parfois il nous arrive de tomber sur un film. L'année dernière, on m'a demandé d'intervenir sur Demain la vallée, dans une ville à Kindia, parce que ce qui intéressait là, il y avait des élus là-dedans, des gens qui sont dans les organisations, mais ce qui les intéressait, c'est de voir, dans un autre contexte, comment les gens réfléchissent à mettre les forces ensemble, à travailler sur les communs, de sorte que chacun, quand même, chaque partie prenante, puisse trouver une place qui peut lui convenir, mais en respectant l'autre, en respectant la biodiversité, en respectant le vivant. Parce que ce qui est dramatique, parlant par exemple de l'agriculture en Afrique, aujourd'hui on est en train de s'engager mais à fond dans les OGM, sans dire OGM, dans les engrais chimiques. Quand moi j'entends, maintenant c'est la ministre de l'Agriculture de mon pays parler de l'agriculture, c'est plutôt tendance à croire que c'est la porte-parole d'une multinationale, Monsanto, qui parle, au lieu de la ministre de l'Agriculture d'un pays africain. Nous, on intervient beaucoup avec les paysans sur l'agriculture. À chaque fois que j'arrive dans ces milieux, je dis, on ne peut rien vous apporter. Nous, on ne peut pas connaître l'agriculture mieux que vous. Ce qu'on peut vous dire, c'est on vient apprendre peut-être avec vous. Les gens connaissent l'agriculture, ils savent comment le faire, ils savent comment combiner les cultures, ils savent la saison à laquelle il faut cultiver ceci ou cultiver cela. Ce que tu peux faire, c'est peut-être leur apporter un peu plus de moyens pour qu'ils puissent produire un peu plus en quantité et en qualité, et peut-être les accompagner pour vendre ça dans les marchés de proximité en mettant les moyens, quelques petits moyens à leur disposition, mais leur apprendre comment cultiver. Là, les gens, ils le savent, sans engrais chimiques, sans pesticides, sans semences bricolées, modifiées. Voilà. Les gens, ils savent ça, ils savent conserver leurs semences, ils savent faire de l'engrais avec les moyens les moyens de bord. Ils savent faire pas des pesticides, mais ils ont les moyens d'éloigner les insectes, ils ont les moyens d'éloigner les oiseaux sans les tuer. Tout ça, c'est des choses qui existent. Malheureusement, nos gouvernements sont engagés dans une autre logique d'aller prendre de l'engrais à crédit et de venir mettre à la disposition des paysans. Au bout du rouleau, 80% de la récolte sert à rembourser les engrais. Minimum. 80% c'est pour rembourser les engrais, sans compter maintenant toutes les difficultés liées aux maladies, parce que la paysanne est en contact avec ça. Donc l'argent qui devait servir ici à scolariser ou à nourrir convenablement les enfants sert ici à rembourser les engrais. Pire que ça, on les encourage, ils font tout pour encourager les monocultures. Un paysan à qui on a encouragé d'aller vers la pomme de terre. J'aime bien la pomme de terre au Fouta, là, elle a beaucoup de mérite. Mais le paysan qui fait la pomme de terre, l'année où la pomme de terre ne marche pas, il a tout perdu. Alors que s'il y avait un peu de pomme de terre, un peu de riz, un peu de maïs, un peu de fonio, un peu de ceci, un peu de cela, peut-être que s'il perd le maïs ou la pomme de terre, c'est un quart ou un tiers ou peut-être la moitié de sa récolte. Mais aujourd'hui, la logique des gouvernements et les autres, complètement à rebours de ce que les paysans savent faire, et le besoin aussi, le besoin des paysans, on cultive pour un marché international qui est inaccessible.
complètement inaccessible. Il n'y a pas moyen assez que le paysan du Fouta Jalon là puisse produire en quantité et en qualité pour satisfaire le marché occidental. C'est juste un leurre, quelque chose qu'on les fait miroiter, qui peut peut-être arriver, mais voilà. Donc, l'idée aussi dans le cadre de ce festival alimentaire, c'est de prendre ces sujets, peut-être pas les retourner, mais en tout cas d'amener les paysans à s'approprier, à savoir aussi ce qui se fait ailleurs, les difficultés notamment que les agriculteurs français ont avec l'engrais, même les subventions, la PAC, la politique agricole commune et tout ça. En réalité, elles ne bénéficient pas aux agriculteurs. C'est ceux qui profitent de ça, ce sont les banques, ce sont d'autres intermédiaires, ce sont les multinationales, mais le paysan européen en tant que tel, il souffre pratiquement pas au même titre, parce que les réalités ne sont pas les mêmes, et pourtant ça leur permet de concurrencer les produits locaux. Aujourd'hui en Guinée, le riz qui vient d'Asie et qui est d'une qualité très très discutable coûte moins cher dans les marchés de Conakry que le riz qui est produit dans les plaines à 1 ou 2 kilomètres de Conakry. Pourquoi? Parce que le riz qui vient d'Asie, il est subventionné. Et puis le gouvernement fait aussi beaucoup de facilités aux importateurs de riz pour leur permettre de vendre ce riz dans le marché local, et ça tue complètement ici l'agriculture locale. Pendant longtemps c'est le riz. Moi je vois de plus en plus d'oranges venues du Maroc, d'Espagne dans les étalages à Conakry, alors que il y a des oranges, il y en a partout en Guinée. Ce que je crains, c'est que les mangues là risquent d'être menacées. Ce que je crains, que dans 2-3 années, qu'on voit encore des mangues qui viennent d'Afrique du Sud, qui viennent même d'Israël, dans les étalages, parce qu'ils ont les moyens de conserver, et d'exporter et d'exporter. Donc, voilà. L'idée, c'est donc là, dans tout ça, notre philosophie, c'est de créer des liens de confiance, mais qui permet aussi la reconnaissance du travail qui se fait sur le terrain. Et puis, quelque chose qui peut-être ne se fera plus. Aujourd'hui, la plupart des ONG, on peut avoir des petits bouts de financement sur un projet ponctuel. Mais un projet ponctuel ne fait pas vivre une association. Vous avez un bout de financement, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 euros pour un projet ponctuel de 2 ou 3 mois. Mais une association, pour qu'elle puisse vivre, elle a besoin d'exister toute l'année en réalité. Il y a des charges incompressibles sans lesquelles il n'y a pas possibilité de continuer à faire la solidarité internationale. Et peut-être que voilà, il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau pour que aussi les exigences des bailleurs puissent aussi tenir compte aussi de la réalité du terrain. Tout ça nous amène à dire aujourd'hui, qu'est-ce qui serait important? Des espaces de gouvernance concertés en amont, mais aussi partagés. Dans la plupart des cas, il y a les grands bailleurs internationaux comme l'AFD et autres qui ont l'Union européenne, qui ont leurs exigences, mais il y a les ONG occidentales qui viennent avec leurs exigences aussi. La chose est tellement structurée de sorte que les petites ONG vont continuer à rester des petites organisations et les grandes OSC vont continuer à s'agrandir, à grignoter du terrain. Les subventions de l'Union européenne en Guinée, par exemple, 99,99% de ces subventions sont décrochées par des organisations européennes qui sont basées en Guinée. Quand c'est une subvention qui sort de Bruxelles, il n'y a pas une organisation guinéenne qui va aller chercher une subvention qui est à Bruxelles. C'est pas possible. Les subventions de la délégation de l'Union européenne à Conakry, si moi,
Terre Afrique veut avoir une subvention, nous sommes obligés de nous aligner derrière une organisation européenne qui est basée à Conakry. Après là, on va nous refiler deux bouts d'action. Et puis ils vont nous laisser avec le travail de terrain. Ils vont se rembourser des salaires d'expatriés qui vont bouffer 80% du budget. Et après, oui, allez-y, on veut... Non, il n'y a aucun travail sérieux qui peut se faire dans ce cas de figure. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ça? Je n'ai pas d'idée. Je ne sais pas. Tout à l'heure, je parlais des pratiques communautaires, notamment liées à l'agriculture. Aujourd'hui, il y a un projet qui est en souffrance en Guinée, c'est la mise en place d'un parc. Le gouvernement, avec certains bailleurs, ils se sont dit, ouais, c'est important, on va faire le parc du moins Bafing. C'est un peu à cheval entre le Fouta Zalong et la Haute-Guinée pour ceux qui connaissent un peu. J'ai un ami qui fait de la recherche, qui est sociologue, qui fait une thèse sur ce parc. Même lui, en tant que chercheur, s'il part sur le terrain, il n'ose pas dire aux populations qu'il vient enquêter sur le parc. Les populations ne veulent pas entendre parler de parc. Absolument pas entendre parler de parc. Pourquoi? Non seulement c'est un concept occidental, mais les populations ont l'impression qu'une fois que le projet de parc sera adopté, on va les chasser, on va les éloigner. Ils ne peuvent plus vivre dans l'espace, dans ce parc. Ils ne peuvent plus bénéficier des avantages. Alors que ces populations, si aujourd'hui on vient, on va protéger ceci et cela, c'est parce que ça existe encore. Les populations ont cohabité avec cette faune, cette flore, cette végétation, cette biodiversité depuis toujours. Maintenant, au lieu peut-être de partir avec leurs connaissances pour dire oui, mais maintenant, comment on peut faire mieux peut-être? Au lieu de partir de ça, non. On a le système de parcs nationaux français qui est une très belle réussite, certainement. Mais on va calquer ce process. Ils ont un partenariat avec le réseau national des parcs français qui vient avec des experts ils viennent là pour dire un parc. Voici comment on doit faire un parc. Voici les délimitations. Voici là jusqu'où les populations peuvent venir. Voici ce que les populations peuvent exploiter, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors qu'il y a des territoires, il y a des forêts en Afrique où personne ne coupe un arbre. Personne ne coupe l'arbre, en tout cas dans ma culture, au cimetière. Personne. Moi j'ai grandi au village, il y a des types d'oiseaux qu'on ne tue pas. Les parents défendent. Non, cet oiseau, si tu le tues, il y aura ça. Tu vas perdre ton père, tu vas perdre ta mère. Si tu vois ses œufs, tu vas mourir, ainsi de suite. Il y a des interdits comme ça qu'on fait aux enfants. Moi, c'est quand c'est grand que j'ai compris que ce type d'oiseaux, puisqu'ils sont très proches des humains, si c'était possible de les tuer, ils allaient tous mourir en fait, parce que c'est facile pour les enfants d'aller tuer Merci. Bon, alors c'est ce qu'on avait convenu, Madame la Présidente, merci. Inutile de vous dire que vous avez déjà fait la synthèse finale dans vos têtes. Inutile de vous dire que le débat continue, qu'on peut continuer à échanger et à parler suite à cette réunion. Merci beaucoup à vous deux. Pardon, madame. On avait dit qu'on prenait deux. Mais peut-être, voilà, que... personne. Je sais pas si ça marche. Tu pourras la poser plus directement. Alors, je vous invite à la poser immédiatement après et parler avec lui. C'est ça. De toute façon, nos invités... On peut échanger. Oui, il va vous répondre, hein, mais pas ici maintenant. Voilà. Il va vous répondre. Je crois que il nous reste à remercier nos trois intervenants de la qualité de...
puis ils ne partent pas. Ils déjeunent avec nous. Alors voilà, et ils passent un moment plus long, même avec nous pour certains. Donc ne vous privez pas de les harceler de toutes les questions qu'ils ont suscitées. Merci beaucoup.